Depuis des années, en fait depuis 2004, je suis régulièrement dans les médias pour essayer de sensibiliser les uns et les autres, les parents, les intervenants, les décideurs, d'une détresse que l'on voit de plus en plus fréquente chez les enfants, chez les ados, dans les familles, dans les écoles, dans les services de garde, dans les CPE. En fait, ça ne va malheureusement pas en s'améliorant d'année en année. Et pendant longtemps, ça a été extrêmement difficile d'avoir les vrais chiffres du degré de vulnérabilité et de détresse qu'on rencontrait sur le terrain. On pouvait le voir, je le voyais dans ma clinique, je le voyais auprès des gens avec lesquels j'interagissais quand je donnais des formations, mais d'avoir une idée, d'avoir un profil clair de ce qui se passe actuellement au Québec, c'était très difficile de pouvoir l'avoir. En fait, grâce au changement de gouvernement, on a eu accès à un certain nombre de données qui, pour moi, me semblent inquiétantes. En effet, on a appris en décembre dernier que près de 23% de nos jeunes aux alentours de 14-15 ans avaient reçu un diagnostic de TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et 17% avaient reçu un diagnostic d'anxiété généralisée. Autrement dit, si on prend juste ces deux étiquettes, on a près de 40% de nos jeunes qui sont en difficulté dans nos écoles, dans nos familles, dans notre société. Et quelques mois plus tard, en fait, on a appris que déjà à 4 ans, près de 28% des enfants étaient caractérisés par une vulnérabilité dans leur schème, dans leur sphère de développement. Et ce qui fait partie des éléments qui sont inquiétants, c'est que si on se rend compte que ça touche essentiellement une fille sur 5, ça va toucher un garçon sur 2. Et ce sont malheureusement des facteurs prédicteurs du décrochage scolaire à l'adolescence. Quand on regarde ces mêmes données qui étaient sorties il y a 6 ans, seulement 21% des enfants étaient en difficulté. Autrement dit, en 6 ans, on est passé de 21% à 28%, donc près d'un tiers de plus de jeunes qui rencontrent des difficultés avant même de rentrer à l'école. Alors, il était temps de faire quelque chose. Il était temps d'essayer de réfléchir, de voir de quelle manière on pouvait identifier ce qui vient perturber. Je suis certain, je rencontre des familles continuellement, je rencontre des intervenants continuellement dans ma pratique et je vois plein de belles personnes, je vois plein de gens qui ont le cœur sur la main, qui ont le goût de faire des choses. La plupart du temps, les parents, ils savent quoi faire, les intervenants savent quoi faire, mais il y a une mauvaise compréhension de l'enfant. Il y a une mauvaise compréhension des dynamiques. Il y a une mauvaise compréhension de la manière dont le fonctionnement du cerveau d'un enfant, d'un ado, va lui permettre ou ne pas lui permettre de faire un certain nombre de choses. Ce qui fait que nos attentes, nos perspectives, nos repères, notre manière de le voir est souvent perturbée par en fait ce que l'on peut imaginer de l'enfant à défaut de pouvoir le comprendre pour le rencontrer. C'est ainsi que ce rendez-vous du 9 et 10 novembre va permettre à une série d'experts du monde francophone, mais également des gens de terrain, de venir en fait partager leurs expériences, leur compréhension de l'enfant, mais également les stratégies qui marchent dans les familles, dans les écoles, dans les centres sociaux, dans les CLSC, pour pouvoir justement accompagner. Et s'il y a une chose qui rejoint en fait ces différentes personnes, c'est l'importance de la bienveillance. La bienveillance comme un élément qui permet de créer un lien avec les jeunes de manière à pouvoir les rendre plus disponibles aux différents apprentissages sociaux, personnels, scolaires et autres dont ils ont besoin pour pouvoir arriver en fait à se mobiliser et à devenir serein, devenir impliqué, devenir responsable par rapport à leur vie. Alors on peut se demander, qu'est-ce qu'on connaît du cerveau de l'enfant ? Il y a un élément que j'aime beaucoup prendre quand j'enseigne, c'est la notion de temps. En fait, l'enfant, jusqu'à 5 ans, il est contrôlé essentiellement par son cerveau émotionnel. Autrement dit, le temps n'existe pas pour lui. Ça veut dire que quand on lui dit, on parle en 5 minutes, mais ça ne veut rien dire du tout. Par contre, le parent qui se fâche, ça veut dire quelque chose. Mais souvent, le parent, il part du principe que le temps fonctionne en fait comme pour lui-même. Pour les enfants du primaire, ça change un tout petit peu, dans le sens qu'ils vont avoir un temps beaucoup plus proche du temps, ce que j'appellerais du temps affectif. C'est un temps où d'attendre maman 5 minutes, c'est bien plus long que de regarder une demi-heure de télévision. Autrement dit, c'est en fonction de leur degré d'émotion que le temps va se structurer.
Ce qui veut dire que c'est pas mieux. Un enfant qui attend 30 secondes que le professeur fasse attention à lui va être en difficulté, alors que à d'autres moments, il va pouvoir travailler pendant 15 minutes, 20 minutes sur un travail et ne même pas se rendre compte que le temps a passé parce qu'il a de l'intérêt pour faire ce travail-là. Autrement dit, on voit déjà qu'il y a deux temps. Et enfin, dans l'adolescence, petit à petit, on va voir le temps que nous connaissons, nous, en tant qu'adultes, c'est-à-dire une heure, c'est une heure, une journée, c'est une journée. Et ce temps-là va se créer. Mais en même temps, pour un adolescent, il y a tellement de choses qui se passent dans une journée que quand on lui donne un travail à faire pour dans une semaine, il a vraiment le temps. Et il oublie complètement que notre réalité ne fonctionne peut-être pas nécessairement sur la leur, mais aussi nous oublions que notre réalité, elle ne fonctionne pas comme celle de l'adolescent, donc ils ont besoin d'être accompagnés. Autrement dit, quand on arrive à comprendre comment fonctionne le cerveau du jeune, ça va nous permettre d'adapter nos interventions. Ça va nous permettre de pouvoir trouver des moyens de le rejoindre, de le responsabiliser pour que petit à petit, il développe son autonomie. Mais son autonomie, elle va lui demander beaucoup de temps. Et quelque chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le cerveau atteint sa pleine maturité seulement entre 40 et 45 ans. Avant, on pensait que c'était à la fin de l'adolescence, voire au début de l'âge adulte, mais plus on en connaît en imagerie cérébrale, plus on se rend compte en fait du temps qui est nécessaire pour que le cerveau devienne mature. Et les parties du cerveau les plus importantes pour bien gérer ses émotions en relation avec les autres ou en relation avec son travail, la scolarité et autres, ce sont les parties qui demandent le plus de temps pour arriver à pleine maturité. Autrement dit, le jeune, que ce soit un enfant, un adolescent, mais aussi un adulte, parce que la plupart des parents, quand ils deviennent parents, leur cerveau n'a pas complété leur maturité. Ça veut dire qu'eux aussi, parfois, ils vont avoir de la difficulté à pouvoir gérer toutes les émotions en relation avec les objectifs qu'ils se sont donnés dans leur famille ou dans leur travail. C'est la même chose aussi quand le parent vient dans une garderie ou à l'école et qu'il est dans toutes ses inquiétudes. Si l'intervenant comprend en fait que le parent il est pris dans ses émotions, plutôt d'avoir une tension qui va s'installer pour que on obtienne ce que l'on a l'intention d'obtenir, on peut peut-être avoir un peu plus de bienveillance les uns envers les autres. Et cette bienveillance, plus on comprendra la manière dont on va pouvoir l'amener dans les différentes sphères de notre vie, et plus on va se rendre compte qu'elle peut changer, qu'elle peut modifier, qu'elle peut structurer autrement nos interrelations, et elles vont créer en fait des climats, que ce soit dans notre famille, dans nos écoles ou autres, qui va permettre justement de développer de saines habitudes qui vont faire en sorte que les jeunes vont pouvoir se développer de manière adéquate. Et c'est certain qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui, la violence éducative. La violence éducative, avant, c'était normal. On pensait qu'il fallait casser un enfant, que l'enfant devait rentrer dans un moule. Et tous les moyens étaient bons, notamment de la violence physique, qui a été proscrite, heureusement, mais on tolère encore beaucoup de violence psychologique. Mais savez-vous que quand un jeune, un enfant, un adolescent, est bousculé par un adulte, encore plus si au départ cet adulte-là, ils avaient confiance en eux, ou qu'ils sont dans un environnement qui est extrêmement insécurisant pour eux, eh bien leur cerveau va arrêter de créer des nouveaux contacts entre les neurones. Et pour des enfants, normalement, le cerveau crée 300 millions de synapses, de contacts entre les neurones à tous les jours. Et ce développement, cette base du développement du cerveau va être gelée, va être bloquée pendant 2 à 3 jours, tant et aussi longtemps, en fait, qu'il n'y aura pas une relâche de sa boucle de stress, que ce soit naturellement ou à travers un lien réassurant avec les adultes de confiance qui sont autour de lui. Donc là encore, on revient à l'importance de la bienveillance. Un des éléments majeurs qui peut aussi expliquer les difficultés de nos jeunes, c'est l'accès en fait au numérique. Le numérique est dans notre vie et il peut nous permettre d'atteindre ou de créer de très 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 belles choses. Ça va permettre de l'accès à de l'information très rapide, ça va permettre la création de nouveaux produits, de nouvelles manières de voir les choses, de construire certains éléments. C'est quelque chose qui peut apporter vraiment beaucoup de choses pour nos sociétés. Mais cette révolution du numérique, en fait, nous amène à nous questionner par rapport à l'usage. Quelque part, nos jeunes, ils utilisent de plus en plus le numérique comme loisir. Mais est-ce que c'est tellement une bonne chose pour eux? Quand on voit un jeune qui regarde la télévision le matin
eh bien il suffit de 9 minutes de télévision pour perturber sa capacité d'apprentissage. Tout simplement parce que la télévision ou le jeu vidéo aura stimulé tellement son cerveau, libéré beaucoup de dopamine, que même le meilleur prof au monde n'arrivera pas en fait à attirer son attention d'une manière aussi efficace que ce que le jeu ou la télévision aura pu le faire le matin. Autrement dit, l'idée c'est de comprendre en fait que même si le numérique fait partie de notre vie, si on n'en comprend pas les effets nuisibles, on risque peut-être en fait d'avoir des jeunes de plus en plus dans des situations très délicates. Et quelque part, que ce soit utilisé pour des loisirs, c'est une chose. Mais quand le jeune est continuellement en fait face à des écrans pour faire des activités de loisirs, on peut se demander si ce n'est pas une manière d'échapper à sa réalité parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour lui dans son réseau social, dans sa manière de voir les choses ou de vivre les choses avec sa famille, de regarder aussi comment ça se passe à l'école. Et si le jeune est continuellement sur l'écran pour pouvoir échapper à ce qui est dérangeant, ce qui est perturbant, comment va-t-il développer en fait ses ressources pour être capable de pouvoir entrer en relation avec les autres et s'impliquer dans sa vie? Quelque part, nous avons nous aussi en tant qu'adultes un questionnement par rapport à l'usage. Il est de plus en plus normal, courant de prendre ses courriels à tort et à travers pendant la journée. Les écrans font partie de notre vie nous aussi, mais ça commence peut-être en fait avec une meilleure hygiène de vie pour être capable en fait de mieux accompagner nos jeunes en tant que tels. Mais pour ça, il va falloir peut-être qu'on comprenne en fait ce qui se passe dans le cerveau du jeune. Je ne veux pas que les gens se culpabilisent. Quelque part, c'est un peu comme l'alcool ou la cigarette dans les années 70. C'était tout à fait normal. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de restrictions. Et ces restrictions-là, elles sont apparues parce que les gens ont été sensibilisés aux effets que l'alcool ou la cigarette pouvaient avoir pour le corps ou pour le cerveau des différentes personnes. Si c'était normal de boire et de conduire dans les années 70, aujourd'hui c'est considéré comme un acte criminel dès qu'on passe 0,08 pour au Québec, 0,05 en Europe. Donc on se donne des barèmes, on se donne des repères pour essayer d'éviter. Il y aura toujours des personnes qui vont en fait transgresser ces règles-là, mais à ce moment-là, la police va intervenir d'une manière adéquate. Je ne dis pas que la police devrait venir dans nos maisons pour gérer les écrans, mais peut-être que le parent s'y comprenait mieux l'impact que ça a pour le cerveau de son jeune et comment ça peut perturber les apprentissages scolaires ou la disponibilité sociale du jeune, ça l'aidera peut-être à voir comment il va pouvoir restreindre à certains moments l'usage des écrans de loisirs. Bien entendu, il va y avoir des difficultés. Pourquoi? Parce que ce que je constate en clinique, souvent, c'est que le jeune va avoir tendance à aller vers le parent le plus laxiste. Et quand papa et maman ne vivent plus dans la même maison, eh bien c'est certain que ça peut amener des choix de garde qui vont s'imposer parce que justement le jeune va aller chercher la facilité auprès du parent qui va lui donner le plus d'accès aux écrans. Donc, on va reparler de l'importance de l'intégrité, on va parler de l'importance de la cohérence des interventions, en fait, entre papa et maman, même s'ils ne vivent pas dans la même maison. C'est certain que si on peut se baser aussi sur une cohérence avec les règles qui s'appliquent à l'intérieur d'une école, eh bien là aussi, ça va créer un environnement beaucoup plus stable pour que le jeune puisse arriver à trouver ses points de repère, malgré le fait qu'il y a de nombreuses figures d'autorité autour de lui. Alors c'est là qu'on se pose des questions, comment on peut arriver en fait à changer notre structure? Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre système de santé et notre système d'éducation est essentiellement basé sur la compréhension du monde dans les années 1800 et quelques, c'est-à-dire la révolution industrielle qui s'est imposée et implantée jusque dans les années 1960. Et si on compare en fait ce qui se passe dans une usine ou ce qui se passe dans nos hôpitaux ou dans nos écoles, on se rend compte que finalement on met en fait les éléments, les gens à la chaîne et on veut de la performance, de la performance, de la performance, de la performance. Et ça fait partie des éléments qui vont amener une déstructuration d'un certain nombre de jeunes. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes vont avoir des difficultés, ça veut juste dire qu'il y a un certain nombre de jeunes qui vont rencontrer ces difficultés-là et comment est-ce qu'on va les accompagner? Vers quoi on va les accompagner? Comment est-ce qu'on peut éventuellement faire évoluer les structures? Et donc, il y a des écoles qui ont relevé le défi ces dernières années grâce, en fait, à ce qu'on connaît du cerveau. Richard Robillard, qui est un des conférenciers, et moi, inspiré notamment par Catherine Guéguen,
on a encouragé justement des transformations de comportement dans les écoles et on viendra vous en parler. Il y a des directions d'écoles qui viendront également vous en parler. Il va y avoir également un beau projet que Richard et moi parrainons en Estrie. En fait, on s'est rendu compte que la plupart des interventions qu'on avait mises en place depuis une vingtaine d'années dans les services psychosociaux permettait relativement bien aux petites filles de répondre et en fait d'améliorer leur disponibilité aux apprentissages. Mais ça a été exactement l'inverse en fait pour les garçons. Alors plutôt que de s'imaginer de créer des nouvelles techniques d'apprentissage ou des techniques d'intervention, on est en train de se baser justement juste sur qu'est-ce qu'on connaît du cerveau pour que l'intervenant, avec tout ce qu'il connaît déjà, comme tout ce qu'il a acquis comme bagage, et, les parents, avec ce qu'il a, avec ce qu'il est, il va pouvoir justement arriver à faire des interventions ciblées. Parce que comme je le disais tout à l'heure, la plupart du temps, les intervenants, les parents, ils savent quoi faire, mais ils n'interviennent pas au bon moment parce qu'ils lisent difficilement, ils comprennent difficilement en fait la dynamique du jeune. C'est certain que quand on regarde ce qu'on va trouver sur Internet ou dans beaucoup de journaux populaires, on va voir des dynamiques où on encourage l'adulte à se sentir victime par rapport au jeune. On va parler du terrible two, on va parler du fucking four, on va parler de la préadolescence, on va parler des enfants téflons, des enfants terribles. L'adulte est toujours présenté en victime et il y a beaucoup de gens qui font de l'argent grâce à ça. Mais quelque part, si moi en tant qu'adulte, en tant que papa, je me sens victime de mon enfant, est-ce que je ne risque pas d'intervenir justement avec une manière beaucoup trop agressive? Si l'intervenant se sent victime de son élève ou de son patient, est-ce qu'il ne va pas vouloir justement rétablir un équilibre en y allant avec beaucoup trop de force psychologique? Et là, on va avoir un risque d'abus de pouvoir. Ces abus de pouvoir, comme je le disais tantôt, vont s'apparenter à de la violence psychologique et ça va créer en fait malheureusement des dysfonctionnements dans le cerveau. Donc l'idée, par exemple, que tout ce qu'on va voir comme diagnostic est nécessairement d'origine génétique, premièrement, il faudrait déjà prouver leur origine génétique parce que la plupart des études sont contradictoires. Mais la deuxième chose, c'est que quand on parle de la génétique, ça nous déresponsabilise, nous, en tant qu'adultes. Alors c'est certain que si on se sent victime et qu'on est déresponsabilisé, pourquoi transformer notre manière de fonctionner? Alors, c'est là que c'est intéressant de voir justement qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, le jeune a un défi, le jeune rencontre des difficultés, le jeune a sa part de responsabilité, mais comment on va l'accompagner? Comment on va lui permettre de pouvoir développer ses ressources? Et en fonction de chacune de ses qualités, en fonction des réalités aussi de ses défis, comment peut-on l'aider à devenir un être humain qui est engagé, responsable? Des êtres qui vont être capables de pouvoir prendre leur réalité et d'en faire quelque chose de constructif, que ce soit dans le domaine des sciences, dans le domaine des arts, dans le domaine de l'ingénierie, de la mécanique, fabriquer des maisons, faire des services, rendre des services en fait. Donc on est dans une société de plus en plus basée sur les services, donc l'importance de la relation va être là. Mais comment est-ce qu'on accompagne les jeunes pour ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir justement arriver à leur permettre de prendre leur place? Alors, c'est un rendez-vous. Je vous propose de venir nous retrouver le 9 et le 10 novembre prochain. C'est à Montréal, au Théâtre Symposia, Centre Mont-Royal. Les inscriptions se font sur le site cerveauetpsychologie.com. Donc, venez nous retrouver. Vous allez pouvoir assister à 22 conférences. On a le privilège de pouvoir accueillir 2 ministres qui sont très importants dans les différents dossiers qu'on va traiter pendant les 2 journées, dont Jean-François Roberge, qui est le ministre de l'Éducation, et Lionel Carman, qui est ministre des Services sociaux. On va voir Catherine Guéguin, qui est une personne, une neuropédiatre extraordinaire en France, que je considère un peu comme la Françoise Dolto des neurosciences affectives et sociales actuellement. Elle fait vraiment un travail extraordinaire en France. On va être 22 à vous partager notre manière de voir le jeune, notre manière de voir l'enfant, notre manière de voir l'adolescent. Et on va vous partager des solutions concrètes qu'on a mis en place pour justement permettre aux parents, aux éducateurs, aux enseignants, aux intervenants, aux médecins de pouvoir arriver en fait à voir qui sont les enfants, travailler avec eux pour leur permettre de développer leur autonomie. Alors c'est un rendez-vous 9 et 10 novembre prochain, Montréal, Théâtre Symposia. Au revoir.